Bienvenue dans Légendes de l'écran, le rendez-vous passionnant qui explore les vies fascinantes de personnalités marquantes du monde des écrans. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Yves Montand. Avant de commencer, un petit rappel. Pour 99 centimes par mois, vous pouvez devenir un soutien essentiel de notre chaîne et nous aider à continuer à proposer du contenu. Votre souscription nous permettra de maintenir tout notre contenu gratuit pour tous, tout en réduisant au maximum les publicités. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre pour faire partie de cette aventure. Merci infiniment pour votre soutien et bonne écoute. Ivo Livi, futur Yves Montand, né à Monsomano Alto, en Toscane, au sein d'une famille ouvrière et militante. Dernier d'une fratrie de 3 enfants, il est élevé dans un environnement marqué par l'attachement de ses parents au communisme, qui influence profondément sa vision du monde. En 1923, la montée du fascisme en Italie bouleverse la vie des Lévi. Le père d'Ivo, militant communiste, subit des violences de la part des chemises noires. Son atelier est incendié et la famille doit fuir les persécutions. Le rêve de s'installer aux États-Unis est brisé lorsque le consulat américain refuse de délivrer des visas, forçant la famille à s'installer à Marseille, dans un quartier ouvrier où réside une importante communauté toscane. Ivo n'a que 2 ans lorsque sa famille commence une nouvelle vie en France. Son père monte une petite fabrique de balais, tandis que ses frères et sœurs quittent rapidement l'école pour subvenir aux besoins familiaux. Lydia devient coiffeuse, tandis que Julien, fervent militant communiste, devient serveur. L'enfance d'Ivo est difficile, aussi bien matériellement que moralement, car il est souvent traité d'immigré. En 1929, la famille Livi obtient la nationalité française, et Ivo voit son prénom francisé en Yves. Cependant, la crise économique de 1929 frappe durement la famille, et en 1932, la fabrique de balais doit fermer ses portes. Yves, alors âgé de 11 ans, falsifie ses papiers pour travailler illégalement dans une fabrique de pâtes. Par la suite, il enchaîne plusieurs métiers, devenant livreur, serveur, puis apprenti coiffeur dans le salon où travaille sa sœur Lydia. Il décroche un CAP de coiffure à 14 ans avant de travailler essentiellement sur les quais de Marseille. En 1938, à l'âge de 17 ans, Yves Livi commence sa carrière artistique en tant que chauffeur de salle dans un cabaret de music hall à Marseille. Ce rôle consiste à réchauffer l'ambiance avant l'arrivée des artistes principaux. Rapidement, il décroche une place dans un spectacle où il chante des classiques de Charles Trenet comme C'est la vie et Boum, ou de Maurice Chevalier avec On est comme on est. Il se fait également remarquer par des imitations de Fernandel et des personnages de Walt Disney. C'est à cette époque que Francis Strotobas, plus connu sous le pseudonyme de Francis T, organisateur et animateur de spectacles, repère le jeune Yves. Francis T devient son premier mentor et lui conseille de choisir un nom de scène. Ivo Livi devient alors Yves Montand, un pseudonyme inspiré de sa mère qui lui criait souvent « Ivo Monta » pour l'appeler à rentrer à la maison. Sous la direction de Francis T, qui devient également son impresario, Montand commence à se produire de plus en plus fréquemment. Il prend des cours de chant avec Marguerite Francelli à partir de l'été 37 et est accompagné au piano par Mado, la fille de son professeur. Grâce à ses efforts, il décroche quelques engagements qui le mènent parfois jusqu'à Narbonne et Toulouse, et son nom commence à attirer un public. Yves Montand ambitionne alors de se produire sur la prestigieuse scène de l'Alcazar de Marseille. Le 21 juin 1939, il réalise son rêve en montant sur la scène de l'Alcazar. Son tour de chant, mélangeant reprises et créations originales, est bien accueilli par le public. Cependant, l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939 met un frein à ses projets de carrière et notamment à son ambition de monter à Paris pour poursuivre son ascension artistique. Yves Montand, après avoir perdu son emploi au chantier et atelier de Provence, se retrouve sans travail stable. Ne parvenant pas à en trouver un autre, il décide de se tourner vers ce qu'il aime, la chanson. Il commence alors à se produire dans divers cafés, cabarets modestes et cinémas, où il chante souvent pendant les entr'actes. Pour survivre, il accepte également un emploi de docker, tout en continuant à chanter de manière occasionnelle, notamment le dimanche. Son ancien mentor, Francis T, intervient de nouveau en janvier 1941 et l'encourage à reprendre la chanson à plein temps. Au début de l'été 1941, Yves Montand fait un second passage à l'Alcazar de Marseille. Cette fois-ci, il obtient un véritable triomphe. Ce succès attire l'attention d'Émile Audifred, surnommé Audi, un producteur influent et figure clé du milieu du spectacle à l'époque. Convaincu du potentiel scénique de Montand, Audi décide de prendre en main sa carrière. Sous sa tutelle, Montand perfectionne son jeu de scène et prend des cours de danse pour améliorer sa présence scénique. Audifred voit en lui un futur grand artiste et lui présente Reda Kerr, un chanteur populaire qui deviendra également un mentor pour Montand. Kerr lui enseigne l'art de mieux chanter, d'articuler correctement, de soigner sa diction et même d'adopter des manières plus raffinées. Montand devient son secrétaire particulier, une opportunité qui lui permet d'apprendre en observant les grands artistes de l'époque.
Audifred, conscient que pour réussir, Montand doit enrichir son répertoire, lui fait comprendre que vivre sans chanson pour un artiste, c'est vivre sans amour, on n'est rien du tout. Montand s'approprie alors plusieurs classiques de la chanson française qu'il interprète avec succès sur scène. Montand se souviendra d'Audifred avec reconnaissance, racontant en 1969 pour l'Express: « C'est à lui que je dois mes débuts. Il a été très chic pour moi, il me disait « Tu verras petit, tu seras mondial à Marseille », et on riait tous les deux, n'empêche que le premier soir, j'avais un de ses tracks. Grâce à Émile Audifred, Yves Montand fait ses premiers pas sur des scènes plus prestigieuses. Il se produit au Colisée-Plage à Marseille, où il assure la première partie de la célèbre chanteuse Rina Ketty. Ses représentations lui valent de nouveaux succès, notamment au théâtre de l'Odéon à Marseille, où son passage est remarqué. Il continue à chanter dans différentes villes du sud de la France, comme Aix-en-Provence, Nice et Toulon, consolidant peu à peu sa réputation dans la région. À la rentrée 1941, Audifred décide de monter un spectacle intitulé « Un soir de folie », dont Yves Montand est la vedette. Pour ce projet, Montand a besoin d'un répertoire original. C'est alors que Charles Hummel, un auteur-compositeur aveugle connu sous le pseudonyme d'Hubert Mellon, compose 2 chansons pour lui. Il y a du swing partout, qu'il ne chantera jamais, et Dans les plaines du Far West, une chanson qui devient son premier véritable succès. Cependant, la guerre continue de peser sur la vie de Montand. Envoyé au chantier de la jeunesse, une institution créée par le régime de Vichy pour encadrer les jeunes hommes, il y passe près d'1 an avant de pouvoir retourner sur scène. Malgré l'occupation allemande, Montand parvient à bien gagner sa vie en tant qu'artiste. Néanmoins, son nom italien Livy le met régulièrement sous surveillance. Il est souvent contraint de prouver qu'il n'est pas d'origine juive, car certains soupçonnent que Livy pourrait être une dissimulation de Lévi. Craignant d'être envoyé en Allemagne dans le cadre du service du travail obligatoire, Montand décide en accord avec Audifred de quitter Marseille pour Paris en 1943 afin de poursuivre sa carrière tout en échappant à cette menace. En 1944, à son arrivée à Paris, Yves Montand, soutenu par son mentor Émile Audifred et le comédien Harry Max, commence à se produire dans des lieux emblématiques de la capitale. Il fait ses débuts au théâtre de l'ABC en février avant d'enchaîner des prestations à Bobino, au Folies Belleville et enfin au célèbre Moulin Rouge. Grâce aux relations d'Audifred, il obtient la précieuse opportunité de se produire en première partie d'Édith Piaf à la fin juillet. Cette rencontre marque un tournant décisif dans sa carrière. Édith Piaf, déjà une star reconnue, prend Montand sous son aile, l'aidant à affiner son style et à conquérir un public plus large. Elle le présente également à une série de futurs collaborateurs influents, tels que Loulou Gasté, Jean Guigaud, Henri Conté, Lou Guy, Marguerite Monod et Philippe Gérard. Sous l'influence de Piaf, Montand améliore ses performances scéniques, abandonne son accent méridional et développe un nouveau répertoire, tout en travaillant son jeu de scène. Une idylle naît entre eux, mais leur relation reste secrète, car Piaf est encore lié à Henri Conté. Sous sa tutelle, Montand traverse une période d'apprentissage, mais peine à convaincre le public durant leur tournée à l'automne 1944. Toutefois, en février 1945, il gagne enfin l'adhésion du public lors de sa performance en première partie d'Édith Piaf, au théâtre de l'Étoile, où il interprète notamment Ella, une chanson écrite pour lui par Piaf. Le 15 mai 1945, Yves Montand enregistre ses premiers titres pour le label Odéon, dont Luna Park, Dans les plaines du Far West, Ella et Il fait D. En octobre de la même année, Piaf l'aide à monter sur la scène de l'Étoile en tant que vedette, où il triomphe pendant 7 semaines, prolongeant ce succès à l'Alhambra. Sa carrière musicale est désormais solidement lancée. Montand fait également ses débuts au cinéma en 1946 avec Étoiles sans lumière de Marcel Blistine, aux côtés d'Édith Piaf. Il obtient ensuite un rôle dans Les Portes de la nuit de Marcel Carné, un film qui, bien que porté par un succès d'estime, est un échec commercial. Montand partage l'affiche avec Nathalie Nattier, remplaçant Jean Gabin et Marlène Dietrich, initialement prévus pour ces rôles. En 1946, Édith Piaf met fin à leur relation, estimant que Montand commence à lui faire de l'ombre. Malgré cette rupture, Montand poursuit son ascension vers la consécration dans le monde de la chanson et du cinéma. En novembre 1946, Yves Montand enregistre 6 nouvelles chansons et se produit au Club des 5, à un cabaret du faubourg Montmartre. C'est là que Francis Lemarque, présent dans le public, est séduit par sa performance et lui propose 3 chansons: Ma douce vallée, Bal petit bal et Tueur affamé. Cette rencontre marque le début d'une collaboration durable avec Montand, s'octroyant l'exclusivité des chansons de Lemarque, dont certaines deviendront des classiques de son répertoire.
Au début de 1947, Montand se produit en vedette à l'ABC. La même année, il signe un contrat de 7 ans avec la Warner qu'il finira par trouver trop contraignant et qu'il résiliera plus tard, mettant fin au litige sans conséquences majeures. En octobre 1947, il interprète « Mais qu'est-ce que j'ai ?» musique d'Henri Betty et paroles d'Édith Piaf au Théâtre de l'Étoile et enregistre la chanson le 3 novembre. L'année suivante, il enregistre 3 autres chansons de Betty qui rencontrent un large succès. C'est si bon, paroles d'André Hornez, Maître Pierre, paroles de Chaque Plante et Rien dans les mains, rien dans les poches, paroles d'Hornez. Après sa rupture avec Édith Piaf, Montand se plonge dans son travail et multiplie les prestations scéniques. Il participe à l'opérette Le Chevalier Bayard, qui est un échec, mais cela n'altère en rien son succès personnel. Cette même année, il engage Bob Castella, son pianiste et fidèle accompagnateur, pour les 44 années à venir. Grâce à Jacques Prévert, il fait la connaissance du guitariste Henri Crolla, qui collaborera avec lui jusqu'à sa mort en 1960. Montand poursuit sa carrière en adoptant un style plus jazzy et swing, enchaînant les enregistrements de titres comme Clopin Clopin, À Paris, Les cireurs de souliers de Broadway et Les enfants qui s'aiment, écrits par Jacques Prévert, ainsi que Clémentine. Le 2 mai 1949, il enregistre Les Feuilles mortes, une chanson qui deviendra emblématique. En 1948, la mort prématurée de son producteur, Émile Audifred, marque une pause dans la carrière de Montand qui s'éloigne du music-hall pendant 3 ans. C'est grâce à Prévert qu'il découvre la Colombe d'Or, une auberge à Saint-Paul-de-Vence, où il rencontre Simone Signoret, le 19 août 1949. Entre eux, c'est le coup de foudre immédiat. Après le divorce de Signoret avec le réalisateur Yves Allégret, dont elle a eu une fille, Catherine Allégret, Montand et elle emménagent ensemble, place Dauphine à Paris. En mars 51, Montand triomphe avec un tour de chant de 22 chansons, qui devient un événement marquant dans l'histoire du music-hall. Son influence est telle qu'il inspire une nouvelle génération de chanteurs à explorer le concept du one-man show. En 1953, ce tour de chant est à l'affiche de l'Étoile pendant 8 mois à guichet fermé, un véritable record. Ce sera également le premier double album 33 tours enregistré en public, qui reste une référence exemplaire en matière de performance scénique. Le 22 décembre 1951, Yves Montand et Simone Signoret se marient à la mairie de Saint-Paul-de-Vence, formant l'un des couples les plus en vogue et emblématiques du monde du spectacle français. En 1953, Yves Montand obtient son premier rôle marquant au cinéma avec Le Salaire de la peur d'Henri-Georges Clouzot. Ce film remporte le Grand Prix du Festival de Cannes, l'ancêtre de la Palme d'Or. La même année, Montand se retrouve au cœur d'une polémique lorsque la chanson « Quand un soldat », écrite par Francis Lemarque en 1952, est interdite en raison de son message antimilitariste. En 1954, Montand et Simone Signoret achètent une propriété en Normandie qui devient rapidement un lieu de rencontre pour les artistes et intellectuels de l'époque. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Serge Reggiani, Pierre Brasseur, Louise Bunel y sont des invités réguliers. Le couple, engagé politiquement, milite pour des idées de gauche et est bientôt catalogué comme compagnon de route du Parti communiste français. Le 15 décembre 1954, Montand et Signoret font leur début au théâtre avec Les Sorciers de Salem d'Arthur Miller, une pièce adaptée en français par Marcel Aimé et mise en scène par Raymond Rouleau. Présentée au théâtre Sarah Bernhardt à Paris, la pièce connaît un énorme succès et des représentations supplémentaires sont programmées jusqu'au 24 décembre 1955 en raison de la forte demande. En 1956, Montand s'apprête à entamer une tournée de music-hall en Union soviétique lorsque le 23 octobre, les chars de l'armée rouge envahissent Budapest lors de l'insurrection hongroise. Malgré la répression en Hongrie, Montand décide de poursuivre sa tournée et chante à Moscou, où il rencontre alors le premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique. Montand l'interroge, cependant, pendant 4 heures, cherchant à comprendre les raisons de l'invasion de Budapest. En 1957, accompagné de Simone Signoret et de ses musiciens, Bob Castella, Henri Crolla, Emmanuel Soudieu, Roger Parabocci et Marcella Zola, Montand entreprend une tournée triomphale dans les pays du bloc de l'Est. Cependant, cette expérience le laisse profondément désabusé. Déçu par l'application concrète du communisme en Europe de l'Est, il remet en question ses convictions, héritées de ses croyances familiales et surtout paternelles. Bien qu'il ait du mal à abandonner ses idéaux politiques, il finira par reconnaître ses erreurs de jugement, un processus qui prendra du temps.
En 1959, Yves Montand, engagé par le producteur Norman Granz, obtient enfin ses visas et, accompagné de Simone Signoret, part pour les États-Unis. À partir du 22 décembre, il se produit à Broadway pendant 3 semaines. Le soir de la première, il est acclamé par des personnalités comme Montgomery Clift, Lauren Bacall, Ingrid Bergman et Marilyn Monroe. Montand triomphe avec 16 rappels et la presse américaine loue unanimement sa prestation. Il se produit ensuite à Hollywood, San Francisco et Montréal, conquérant ainsi l'Amérique. Il devient une vedette internationale, revenant à New York en 61 et à Broadway en 63, tout en réalisant des tournées à travers le monde, notamment au Canada et au Japon. Cette période marque aussi une importante étape pour Montand à la télévision américaine, où il danse avec Dinah Ashford sur NBC. Cette apparition lui ouvre les portes du cinéma américain, et il décroche un rôle dans Le Milliardaire de Greg Cukor, aux côtés de Marilyn Monroe. En janvier 1960, Montand et Signoret se lient d'amitié avec leurs voisins de Beverly Hills Hotel, Arthur Miller et Marilyn Monroe. En avril, après avoir reçu l'Oscar de la meilleure actrice pour Les Chemins de la Haute Ville, Simone Signoret part tourner à Rome, tandis que Miller s'envole pour l'Irlande. Montand et Monroe restent à Hollywood pour le tournage de Le Milliardaire, entament une liaison qui attire rapidement l'attention des médias et contribue à la rupture du couple Miller-Monroe. Bien que Simone Signoret tente de garder une façade de dignité face à la presse à scandale, cette infidélité brise une grande partie de la confiance qu'elle avait en elle-même et en leur couple. Montand, connu pour son charme irrésistible, reste un séducteur impétinent. Même si cet épisode affecte profondément l'équilibre du couple, ils resteront unis jusqu'au décès de Simone Signoret en 1985. En octobre 1961, Montand triomphe à nouveau à Broadway, au John Golden Theatre, où il chante pendant 8 semaines. L'année suivante, il effectue une longue tournée qui le mène de l'Angleterre au Japon. En 63, de retour à Paris, il chante à l'Étoile. Cependant, malgré son succès persistant, Montand réalise que le monde de la musique est en pleine mutation. Il peine à trouver de nouveaux titres, alors que Francis Lemarque, Georges Brassens, Jacques Brel, Léo Ferré, Charles Aznavour, Serge Gainsbourg et Claude Nougaro créent et interprètent leurs propres œuvres. Une nouvelle génération, symbolisée par Johnny Hallyday, est en train de révolutionner la scène musicale, et Montand prend conscience que son règne en tant qu'artiste de music hall touche à sa fin. En 1963, Yves Montand prête sa voix pour la narration du film Le Jolimé de Chris Marker et Pierre Lhomme, où il interprète également la chanson Jolimé, une adaptation par Michel Legrand d'une mélodie populaire russe. À partir de 1964, Montand se consacre presque exclusivement à sa carrière d'acteur, ne revenant à la scène qu'épisodiquement. C'est en 1965 que sa carrière cinématographique prend un tournant décisif, grâce à sa collaboration avec Costa Grava dans Compartiment tueur. Il travaille ensuite avec des réalisateurs renommés comme Alain Resnais, René Clément, Claude Lelouch, Philippe de Broca, et devient l'un des acteurs favoris de Claude Sauté, avec qui il tourne 3 films. Durant les années 70, Montand alterne entre drames, films engagés et comédies, s'imposant comme l'un des acteurs français les plus appréciés. En août 1968, Montand fait une pause dans les répétitions de son spectacle à l'Olympia pour un bref tournage à Alger. Costa Grava y tourne Z, un thriller politique retraçant l'assassinat du député grec Grigoris Lambrakis. Montand joue le rôle du député, un personnage central, bien que son temps d'apparition à l'écran soit limité. Le film, un succès critique et commercial, marque l'un des moments clés de sa carrière cinématographique. En parallèle, Montand revient à la scène en septembre 1968, où il triomphe à l'Olympia en interprétant des chansons comme La bicyclette et Mon frère, réaffirmant son statut de roi du music-hall français. Cette année-là marque également un tournant dans ses engagements politiques. Après l'écrasement du printemps de Prague, Montand rompt définitivement avec le Parti communiste français, tournant la page de ses convictions communistes. En 1969, il se lance dans la comédie avec Le diable par la queue de Philippe de Broca, démontrant qu'il excelle aussi dans les rôles légers. Ce film connaît un succès notable avec 1,5 million d'entrées. Quelques semaines après, le film Z remporte également un immense succès, attirant 3,5 millions de spectateurs en un an. Montand prouve ainsi sa capacité à naviguer entre comédie populaire et films politiques plus austères. En 1970, Costa Grava adapte L'Aveu, un film inspiré du livre d'Arthur London. Montand y livre une performance magistrale, jouant le rôle de ce militant communiste emprisonné à tort lors d'un procès stalinien à Prague. Ce film, qui dénonce les méthodes des régimes communistes,
reçoit des critiques élogieuses. Grâce à ce rôle, Montand continue de sensibiliser le grand public à la répression dans les pays du bloc soviétique, renforçant ainsi sa réputation d'acteur engagé politiquement et socialement. Pour incarner Arthur London dans L'Aveu, Yves Montand s'inflige un conditionnement physique et psychologique rigoureux. Le tournage se déroule dans l'ordre chronologique de l'intrigue, permettant de refléter la déchéance progressive de son personnage. Montand suit un régime drastique, perdant au total 12 kilos en 6 semaines, ce qui lui laisse un visage émacié et des côtes saillantes. Il demande que les menottes le serrent réellement, provoquant des marques sur sa peau, et exige que la violence des gardiens soit authentique. Même l'eau glacée utilisée dans une scène contribue à son immersion dans le rôle, qu'il rejoue jusqu'à 20 fois. En dehors des scènes, Montand choisit de s'isoler pour rester dans l'état d'esprit de London. Il refuse le confort d'une suite d'hôtel, optant pour une chambre minimaliste qu'il assombrit pour simuler un enfermement. Certaines nuits, il dort par terre, dans son costume, éprouvant ainsi les mêmes cauchemars que son personnage. Cette privation affecte profondément sa santé mentale, au point que Costa Brava lui propose de mettre le tournage en pause, ce que Montand refuse. Il mettra plusieurs mois à retrouver son poids et sa santé. Cette souffrance auto-imposée est pour Montand une façon d'expier ses anciens aveuglements sur le stalinisme. Bien que l'humanité soit critique, le film reçoit des éloges de la part de la majorité des critiques, qui saluent l'écriture, la réalisation et l'engagement de Montand. Malgré la gravité de son sujet, L'Aveu attire 2 millions de spectateurs en France et reçoit un accueil chaleureux à l'international. Ce succès, tant au box-office qu'en critique, renforce la réputation de Montand en tant qu'acteur engagé et talentueux, capable de faire face à des thèmes lourds avec une profondeur émotionnelle. Yves Montand collabore avec des réalisateurs de renom, tels que Jean-Pierre Melville, Henri Verneuil, Costa Grava, Gérard Houry et Claude Sautet, incarnant des rôles variés qui témoignent de son immense talent. Il joue un flic alcoolique en quête de réhabilitation dans Le Cercle Rouge, un père joyeux dans Tout feu tout flamme, un procureur intègre dans I comme Icare et un amoureux désespéré dans Clair de femme. Sa polyvalence s'exprime également dans la comédie, avec des films comme Le Sauvage et La folie des grandeurs, ainsi que dans des drames puissants, tels que Le salaire de la peur. Montand s'impose aussi dans le genre du polar, avec des titres comme Compartiment tueur, Police Python 357, Le Cercle Rouge et Le choix des armes. Sa collaboration avec Claude Sautet marque particulièrement le cinéma français, avec des œuvres mémorables comme César et Rosalie, Vincent François Paul et les autres, et Garçon. En février 1974, Montand fait une apparition exceptionnelle sur scène pour soutenir les réfugiés chiliens et dénoncer le coup d'État de Pinochet. Ce récital unique à l'Olympia est capté et documenté par Chris Marker dans La solitude du chanteur de fond, soulignant ainsi son engagement social et son statut d'artiste engagé, toujours prêt à utiliser sa voix pour défendre des causes importantes. À partir de 1983, Yves Montand est de plus en plus sollicité pour exprimer ses opinions politiques, devenant une figure emblématique du spectacle engagé. Il succède en quelque sorte à Coluche en utilisant sa popularité pour participer au débat public. Christine Ockrent le qualifie de phare de la pensée contemporaine, lors d'un passage au journal de 20h d'Antenne 2. Montand multiplie ses interventions politiques à la télévision, attirant des audiences considérables avec ses apparitions dans des émissions comme 7 sur 7 et Les dossiers de l'écran, où il évoque son retournement sur le communisme. Son engagement le propulse au cœur de l'actualité, avec des titres de presse évoquant même une possible candidature présidentielle. Alors que son aura politique se renforce, les commentateurs lui prêtent des ambitions politiques, le voyant comme un potentiel rénovateur du centre-gauche ou même un candidat aux élections européennes de 1984. En mai 1986, dans une interview au New York Times, il ne ferme pas la porte à la politique, affirmant « La politique représente beaucoup de travail, je n'ai ni parti ni organisation, je suis tout à fait seul, mais peut-être, pourquoi pas ». Montand critique à la fois François Mitterrand et Jacques Chirac et se positionne comme un homme politique indépendant, au-delà des clivages traditionnels entre gauche et droite. Il se déclare un peu de gauche, soulignant l'importance de l'État dans le soutien aux plus déshérités, et un peu de droite, défendant la liberté d'entreprendre et la création de richesses. Cette position nuance son engagement et reflète une quête de pragmatisme dans un paysage politique en mutation. Plusieurs personnalités, dont Bernard Kouchner, encouragent Yves Montand à envisager une candidature à l'élection présidentielle, s'inspirant de la trajectoire de Ronald Reagan. Après ses thrillers politiques et ses interventions médiatiques, Montand est perçu comme un potentiel candidat pour l'élection présidentielle de 1988. Un sondage révèle que 36% des Français seraient prêts à voter pour lui,
renforçant son image de figure politique plausible. Entouré d'intellectuels, Montand bénéficie d'un véritable soutien qui ressemble à une équipe de campagne. En mai 1987, il est nommé président du jury du 40e Festival de Cannes. Lors de la montée des marches, il apparaît pour la première fois au bras de Carole Amiel, confirmant leur relation. Daniel Eman, membre du jury, décrit Montand comme un président chaleureux, mais intimidé par des personnalités influentes. Sa modestie face à ses pairs le rend accessible, même dans ce rôle prestigieux. Sa présidence du festival prend une tournure politique lorsque des ouvriers de la Normède, en détresse face à la fermeture de leur chantier naval, demandent une audience avec lui. Montand les reçoit symboliquement et plaide pour qu'ils obtiennent un rendez-vous au ministère du Travail. L'annonce de sa possible candidature de l'élection présidentielle est escomptée par la presse pour l'émission Questions à domicile sur TF1 en décembre 1987, 6 mois avant le scrutin. Finalement, tout à la fin de cette interview chez lui, Yves Montand annonce qu'il ne sera pas candidat. En soi, la présidence de la République ne m'intéressait pas puisque pour l'essentiel, c'est la satisfaction d'un désir de gloire et de réussite, d'une ambition. Toute proportion gardée, cela, je l'avais déjà, mais j'avais envie de dire des choses. Or, pour les dire et être entendu, il fallait jouer le jeu. J'espérais faire de la politique sans devenir politicien. C'est impossible. La révélation par le canard enchaîné du cachet de 800 000 francs versé à Montand pour cette interview provoque l'indignation les jours suivants et efface tout son crédit politique. En 1989, Yves Montand préside le jury du Festival international du film de Tokyo. Il tourne ensuite 3 films. 3 places pour le 26 de Jacques Demy, où il joue son propre rôle dans une comédie musicale racontant sa vie, Netchaïev et des retours de Jacques Deray, et IP5 de Jean-Jacques Benex. En 1990, sa biographie officielle, Tu vois, je n'ai pas oublié, écrite par Patrick Ottman et Hervé Hamon, est publiée, fruit de longs entretiens réalisés depuis 1988. En 1991, Montand tourne son dernier film, IP5. Dans le scénario, son personnage meurt d'une crise cardiaque. Pour une scène, il se baigne dans un lac gelé des étangs de Comelles, près de Chantilly. Après le tournage d'un dernier accord, il ressent un malaise et déclare à un pompier dans l'ambulance « Avec tout ce que j'ai vécu, j'ai une vie tellement formidable que je ne regretterai pas de partir ». Le 9 novembre 1991, Montand meurt d'un infarctus du myocarde à l'âge de 70 ans. À ce moment-là, il envisageait un retour sur scène à Bercy au printemps 92, motivé par l'envie de chanter pour son fils. Une silhouette de rose rouge et blanche est dressée en hommage devant son dernier domicile parisien. Ses obsèques, le 13 novembre 1991 au cimetière du Père-Lachaise, rassemblent de nombreuses personnalités du monde du cinéma et de la culture. Il est inhumé aux côtés de Simone Signoret, la seule femme qu'il ait épousée.